Ce jour-là, le docteur Baroni a achevé une technologie d'avant-garde capable d'embouteiller des connaissances dans un liquide spécial de son invention. On dit que celui qui boit dans ces bouteilles absorbe ses connaissances à un niveau inconscient. Et grâce à une hallucination constructive dans laquelle le docteur Baroni apparaît sous la forme d'un hologramme, la connaissance de la bouteille peut émerger à un niveau conscient. Chaque concept scientifique discuté restera dans les mémoires pour toujours. Aujourd'hui, nous rencontrons Max, qui a réussi à mettre la main sur l'une de ces bouteilles rares. Oui, je l'ai acheté à un ami très fiable, dirons-nous. Ça dit ondes gravitationnelles, ce qu'elles sont et ce qui se passe si elles vous croisent. Intriguant, n'est-ce pas? Santé. Wow, brrr. Wow, mais c'est vraiment vous, docteur Baroni. Appelle-moi Simone, et on peut se tutoyer. D'accord. Laisse-moi te dire tout de suite que les informations que tu as vues sont folles. Des informations de qualité supérieure. On commence? Trop absurde. Permets-moi d'introduire le sujet, puis entrons dans les détails. Donc, en 2015, l'expérience LIGO aux États-Unis révèle pour la toute première fois dans l'histoire la fusion de deux trous noirs stellaires. Et pas seulement ça. Point numéro 2, c'est la toute première preuve expérimentale de l'existence des trous noirs stellaires. Et pas seulement. Point numéro 3, c'est aussi la toute première observation directe des dites ondes gravitationnelles. Un événement très important donc. Historique. Écoute ce qui s'est passé. Il y avait ce système binaire de deux trous noirs stellaires qui tournaient l'un autour de l'autre. Binaire signifie précisément que simplement qui tournent l'un autour de l'autre. Et c'était à environ 1,3 milliard d'années-lumière de la Terre. Oh, belle astuce. Merci. Imagine ici les deux trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre dans le système binaire. Chacun de ces trous noirs a une masse d'environ 30 masses solaires. Autrement dit, chacun d'eux a une masse 30 fois supérieure à celle de notre Soleil. Dans cette simulation informatique, la surface colorée représente l'intensité de la courbure de l'espace. Par exemple, les puits rouges profonds sont les points où le champ gravitationnel des deux trous noirs est très intense et courbe l'espace à l'extrême. Ensuite, nous reviendrons à la courbure de l'espace pour mieux la comprendre. Le chiffre en haut à gauche indique les temps restants jusqu'au moment de la fusion en secondes. Voyons ce qui se passe au cours des 0,2 dernières secondes avant la fusion. On orbite l'un autour de l'autre, ils se rapprochent de plus en plus, suivant une spirale. Et pendant cette spirale, les deux trous noirs émettent des ondes gravitationnelles jusqu'à ce qu'ils entrent en contact et fusionnent, créant un seul trou noir. Comme on le voit dans cette simulation, les ondes émises sont d'abord de faible intensité et de basse fréquence, et l'intensité et la fréquence des ondes augmentent à mesure que les deux trous noirs se rapprochent, jusqu'à ce qu'au moment de la fusion, une onde intense et de haute fréquence soit émise avec une forme appelée onde de gazouillis, car elle est similaire à l'onde du son d'un oiseau qui gazouille. Ces ondes gravitationnelles sont des fluctuations de la courbure de l'espace, qui après s'être propagées à travers le cosmos, ont atteint la Terre après 1,3 milliard d'années. Wow! Et puis quoi? Puis, le 14 septembre 2015, l'expérience LIGO aux États-Unis a permis de détecter ces ondes. Imagine, l'expérience n'avait commencé à fonctionner que 2 jours avant. Oh, quelle chance! Effectivement, regarde, LIGO se compose de 2 appareils qui écoutent les ondes gravitationnelles. Ce sont des antennes gravitationnelles, chacune composée de 2 bras de 4 km de long. Les 2 antennes sont très éloignées entre elles, comme tu peux le voir ici. Et maintenant, tu vas comprendre pourquoi. Et m'expliqueras-tu aussi comment fonctionnent ces antennes? Certainement. Voici une photo aérienne de l'une des 2 antennes de LIGO. Imagine maintenant, l'onde gravitationnelle produite par la fusion de 2 trous noirs à 1,3 milliard d'années-lumière atteint la Terre. D'abord, elle frappe l'une des 2 antennes de LIGO, et 6,9 millisecondes après, elle frappe l'autre antenne. Tu dois savoir que les ondes gravitationnelles traversent n'importe quoi,
car ce sont des fluctuations dans l'espace lui-même. Elles ne rencontrent donc pas d'obstacle. Et en plus, elles se déplacent à la vitesse de la lumière. Me suis-tu? Parfaitement. Donc, les deux antennes ont capté l'onde. Elles ont capturé la même onde à 6,9 millisecondes exacts de distance, confirmant qu'il s'agissait de la même onde se déplaçant à la vitesse de la lumière. Et puis, à partir de l'analyse des ondes, les scientifiques ont obtenu beaucoup de données sur les deux trous noirs fusionnés. Voici le signal que les deux antennes ont capté. Comme tu peux le voir, tout d'abord, les deux signaux se chevauchent et cela nous indique qu'ils ont la même origine. Deuxièmement, on note que le signal n'a duré que 0,2 secondes. Autrement dit, les antennes des LIGO ont réussi à capturer uniquement les ondes émises au cours de 0,2 dernières secondes avant la fusion de deux trous noirs, lorsque les ondes étaient plus intenses. Si je comprends bien ce graphique, les deux antennes ont mesuré combien l'espace s'est déformé avec le passage des ondes gravitationnelles. Tu es très perspicace, Max. Exactement. En passant, les ondes gravitationnelles compressent et étirent l'espace lui-même. Ensuite, nous reviendrons sur ce point pour le comprendre en détail. Désolé, je n'ai pas compris une chose. Pourquoi les deux trous noirs se sont enroulés l'un sur l'autre? Ne pourraient-ils pas continuer à tourner pour toujours? Bonne question. Donc, pour comprendre pourquoi ils se sont enroulés l'un sur l'autre, et aussi pour comprendre ce que les antennes gravitationnelles des LIGO ont détecté, nous devons d'abord comprendre ce que sont ces ondes gravitationnelles. Alors, je propose un voyage dans le temps. Tout d'abord, en 1915, Einstein publie les équations de sa théorie de la relativité générale. Entre autres choses, cette théorie prédit que, en l'absence de masse, l'espace est plat, alors qu'en présence de masse, l'espace se courbe. Qu'est-ce que cela signifie? Bref, si un objet non soumis à des forces extérieures, ou si un rayon de lumière traverse un espace plat, en l'absence de masse, il bouge le long d'une ligne droite, sans être dérangé. En présence de masse, cependant, comme le Soleil pourrait l'être dans cet exemple, l'espace est courbé et, si un objet ou un rayon de lumière passe à proximité, ceux-ci suivent une trajectoire courbe, une trajectoire qui suit la courbure de l'espace. On dit donc que les masses courbent l'espace. En 1916, Einstein a ensuite découvert que les équations de la relativité générale admettaient une solution très particulière, c'est-à-dire qu'elles prédisaient l'existence d'ondes gravitationnelles. La courbure de l'espace peut donc osciller et cette oscillation peut se propager comme une onde. Là où l'onde passe, l'espace est dilaté et contracté, comme s'il s'agissait d'un tissu élastique, selon que la crête ou le creux de l'onde passe. C'est-à-dire que la distance entre les objets devient plus ou moins longue avec le passage d'une onde gravitationnelle. Exactement. J'utiliserai une analogie. Imagine la surface paisible d'un lac. Cette surface est l'analogue de l'espace dans lequel nous nous déplaçons chaque jour. Bref, de l'espace au sens du lieu. Et imagine maintenant créer des ondes avec une rame. Le rame perturbe la surface et crée des ondes. La même chose se produit lorsque des masses, en bougeant, secouent l'espace et génèrent des ondes gravitationnelles. La surface du lac fluctue, l'espace fluctue. La surface du lac monte et descend. La hauteur de l'eau augmente et diminue avec le passage de l'onde. L'espace est étiré et comprimé, et la distance entre les objets devient plus courte ou plus longue au passage d'une onde gravitationnelle. Les ondes gravitationnelles les plus fortes sont générées par des masses qui se déplacent à des vitesses similaires à celles de la lumière et créent un champ gravitationnel intense, c'est-à-dire des objets très compacts. Compact signifie qu'ils concentrent une grande masse dans un très petit espace, comme les trous noirs ou les étoiles à neutrons. Ce que tu veux me dire, C'est que les deux trous noirs qui ont fusionné voyageaient à la vitesse de la lumière. Exactement. Imagine, 0,2 secondes avant la fusion, les deux trous noirs sont toujours à 1000 km l'un de l'autre. Mais ils se déplacent à une vitesse relative égale à 30% de la vitesse de la lumière, soit 1000 km par seconde, ou, en d'autres termes,
360 millions de kilomètres par heure. Et puis, cette vitesse monte jusqu'à 60% de la vitesse de la lumière quand il ne reste que 0,05 secondes pour fondre. Nous reviendrons bientôt sur pourquoi ils accélèrent, d'accord? Très bien, Simone. Passons au troisième événement, celui de 1975, lorsque Hull et Taylor font une découverte très importante en observant le ciel avec le télescope à la recherche des pulsars. Ils découvrent pour la première fois dans l'histoire un système binaire composé d'une étoile à neutrons et d'un autre objet compact. Autrement dit, une étoile à neutrons qui tourne autour d'une autre étoile à neutrons ou d'un trou noir, un événement sans précédent. De nombreuses observations ont ensuite été faites au cours des 6 années suivantes, jusqu'à ce que les données confirment une autre vérité passionnante en 1982. Quelle vérité? Quelle est-elle? Taylor, Weisberg et leurs collaborateurs ont conclu en 1982 que le système binaire perdait de l'énergie et que l'étoile à neutrons s'enroulait lentement sur son partenaire. Attends, laisse-moi réfléchir. Pourquoi ont-ils été en spirale? Précisément parce qu'ils ont émis des ondes gravitationnelles. Pour générer des ondes gravitationnelles, le système doit dépenser de l'énergie. Alors, en perdant de l'énergie, les deux objets se rapprochent de plus en plus l'un de l'autre. Incroyable! Et ce fut la démonstration de l'existence des ondes gravitationnelles. Et ce n'est pas tout. La spirale accélère en fait de plus en plus, parce que c'est un cercle auto-alimenté. En émettant des ondes, ils se rapprochent. Mais cela augmente leur vitesse de rotation, ce qui augmente l'émission d'ondes gravitationnelles, etc. C'est pour ça que la spirale accélère de plus en plus. Donc Einstein prédit l'existence d'ondes gravitationnelles en 1916, mais ce n'est qu'en 1982 que leur existence est prouvée. Waouh! Exactement. Mais il faut attendre 2015 pour pouvoir observer expérimentalement les premières ondes gravitationnelles. Une question. Comment une expérience permet-elle d'observer ces ondes gravitationnelles? Bonne question. Pour comprendre comment fonctionne une antenne gravitationnelle, nous devons d'abord comprendre ce qui se passe quand une onde gravitationnelle nous traverse. Revenons à l'analogie avec les ondes à la surface d'un lac. Imagine qu'il y a un petit canard qui dort paisiblement flottant sur l'eau. Lorsque les ondes atteignent le canard, elles le font monter et descendre tout le temps. Crête de l'onde, le petit canard monte, creux de l'onde, le petit canard descend, etc. Et pour les ondes gravitationnelles alors? Voici la partie amusante. Supposons qu'une onde gravitationnelle arrive maintenant. Une onde gravitationnelle est une fluctuation, une perturbation de l'espace qui déforme à la fois l'espace et tout ce qui se trouve dans cet espace. Lorsque la première crête de l'onde atteint les canards, elle les tire verticalement et l'écrase horizontalement. Vient ensuite le creux de l'onde qui agit à l'envers, puis à nouveau verticalement, etc., etc. Crête, creux, etc. Prenons juste la fréquence avec laquelle l'onde gravitationnelle émise par les deux trous noirs fusionnés a oscillé. 150 Hz, soit 150 fois par seconde. Cette onde aurait donc fait étirer et écraser le canard 150 fois par seconde. Non, c'est vraiment une chose très étrange. Désolé, mais de combien le canard serait-il déformé? Ou de combien serais-je déformé si cette onde gravitationnelle passait maintenant? Je serais un peu plus grand, non? Excellente question. Tout d'abord, l'intensité des ondes gravitationnelles est beaucoup plus intense au voisinage des deux trous noirs qui se fondent. Et puis cette intensité diminue à mesure que l'onde se propage. C'est comme regarder une ampoule de très près. Je pourrais être aveuglé. Déjà mise à 2 mètres, je pourrais la regarder sans problème. À 100 mètres, par exemple, tu ne la verrais presque pas, n'est-ce pas? Et donc, c'est la même chose avec les ondes gravitationnelles. Proches des deux trous noirs qui les ont générées, elles étaient très intenses. Et puis, après avoir traversé 1,3 milliard d'années-lumière pour arriver sur Terre, ces ondes étaient alors très faibles. D'accord? Je comprends. Réfléchis. Lorsque cette onde est passée, en 2015,
Les gens sur Terre s'étiraient d'un milliardième de centimètre. En d'autres termes, et précisément en raison de la distance des deux trous noirs, l'espace ici sur Terre ne s'est déformé que de 10 à la puissance moins 19%, ou en pourcentage de 0,0000018 puis un an. Mais c'est très petit. Et si à la place, si au lieu de cela, je m'étais retrouvé à proximité des deux trous noirs, en train de fondre ensemble, de combien d'années aurais-je été étiré? Imagine-toi, à 5000 km de la fusion des deux trous noirs, tu aurais été étiré d'environ 2 cm. Ah, waouh, un effet déjà observable. Imagine à quel point ce serait cool de le voir de tes propres yeux. Mais il y a des données encore plus incroyables. En fusionnant, en 0,2 secondes, les deux trous noirs ont transformé une quantité de masse égale à 3 fois la masse de notre Soleil en énergie pure. Cela équivaut à une puissance de 200 masses solaires par seconde. Waouh, c'est une chose colossale. Exactement. Et maintenant, nous sommes prêts à répondre à ta question précédente. Comment les antennes de LIGO ont-elles mesuré ces faibles ondes gravitationnelles ici sur Terre? Tu dois savoir que LIGO a utilisé 3 astuces pour atteindre cet objectif. Voici une photo aérienne de l'une des deux antennes LIGO. Elle se compose de 2 bras de 4 km de long chacun. Pourquoi penses-tu qu'elle a cette structure, vu ce que nous avons compris jusqu'à présent? Bon, ça devrait être comme le petit canard. Bien sûr, lorsqu'une onde gravitationnelle passe, l'un des deux bras de LIGO devient plus court et l'autre devient plus long, et puis immédiatement après, c'est le contraire et ainsi de suite au passage des crêtes et des creux de l'onde. Correct? Tu l'as très bien dit. Et LIGO mesure précisément la différence de longueur entre les deux bras au passage de l'onde. Pour un bras de 4 km de long, correspond à un milliardième de mètre. C'est une déformation encore très petite, mais c'est là que les deux autres astuces de LIGO entrent en jeu. L'astuce numéro 1, disions-nous, est précisément d'utiliser une énorme antenne de 4 km de long pour maximiser la déformation spatiale au passage des ondes gravitationnelles. L'astuce numéro 2 consiste à utiliser un capteur très sensible pour mesurer ces très petites déformations. Il s'agit d'une méthode basée sur le soi-disant interféromètre de Michelson. Voyons voir ce que c'est. Tout d'abord, 2 faisceaux laser sont envoyés simultanément dans les 2 tubes de 4 km. Un vide a été créé dans ces tubes pour empêcher les lasers de se diffuser avec les molécules d'air. Au bas de 2 tubes se trouve un miroir suspendu dans les airs qui renvoie le signal et les 2 lasers atteignent ensuite à nouveau le point central. Alors, un laser est un rayonnement électromagnétique et en tant que tel, il a des crêtes et des creux comme une onde sur l'eau. Me suis-tu? Oui. Bien. Il y a 2 cas. Cas 1. En l'absence d'onde gravitationnelle, supposons que les 2 bras aient exactement la même longueur. Les 2 lasers prennent donc le même temps pour parcourir les bras et revenir au point central. Par exemple, ils arrivent crête avec crête. Si au contraire une onde gravitationnelle passe, cas numéro 2, l'un des 2 bras devient plus long et l'autre plus court. Lorsque les 2 lasers reviennent au point central, bien sûr, ils n'arriveront plus de crête à crête, mais déphasés, car ils auront parcouru un espace différent et donc ils auront eu des temps différents pour osciller. Exact, Max. À partir du déphasage, un phénomène d'interférence est créé, à partir duquel on peut obtenir la mesure des étirements et des raccourcissements des 2 bras de LIGO. Et l'astuce numéro 3 de LIGO, c'était quoi? Ah, c'est vrai. Astuce numéro 3. S'assurer que rien ne perturbe l'expérience. Imagine qu'un camion passe sur une route voisine. Les vibrations feraient vibrer les masses suspendues avec le miroir, et cela donnerait un faux signal d'onde gravitationnelle. Le secret est donc d'isoler l'expérience du reste du monde de manière très efficace. Ah, c'est pour ça que les miroirs sont suspendus. J'ai tout compris, je suis fier de moi. Excellent, Max. Et ceci est tout le contenu de la bouteille, mon ami. Achète une autre bouteille et achète de nouveau chez moi. Je te le recommande. Je garantis une information certifiée
et de bonne qualité. Je le ferai. Le contenu scientifique de ces bouteilles me fait sentir comme autant en communion avec l'univers. Ça me remplit de joie, vraiment. Je suis très heureux. À très bientôt donc. À bientôt, Simone. Salut, ça ne serait pas génial de pouvoir boire l'information comme Max l'a fait aujourd'hui? Et c'est précisément parce que tu peux profiter de la beauté de la nature que je crée ces vidéos, justement pour toi. Abonne-toi à ma chaîne maintenant, juste ici, et je te guiderai sur de merveilleux chemins. Nous disserterons ensemble des concepts de physique subtils. Oh, pendant que je suis là, je te laisse une autre vidéo ici. Ciao!